et bienvenue dans l'antre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. J'ai prévu de faire un grand vlog de lecture pour tout le mois de mai et du coup de vous retrouver à intervalles réguliers pour vous parler des lectures en cours ou terminées, de mes avis, etc. Je commence donc par Fantaisie guerrière de Guillaume Lebrun. J'en suis à la page 88 et je peux vous dire que c'est une pépite. Pour situer l'histoire, vous connaissez Jeanne d'Arc. Ici, le principe est que une prophétesse est attendue par le royaume de France pour pouvoir vaincre les Anglais pendant la guerre de 100 ans. Sauf que cette prophétesse tarde à venir. Du coup, Yolande d'Aragon, belle-mère du futur Charles VII, décide de prendre le taureau par les cornes et d'éduquer une quinzaine de filles de campagne pour provoquer en fait la création de cette prophétesse. Du coup, ce ne serait pas une prophétesse divine, mais plutôt une création à cet effet, puisqu'elles vont apprendre à parler comme des prophétesses, mais à se battre aussi, à être intelligentes, mais à ne pas paraître trop intelligentes pour pouvoir bien espionner, etc. Quelques extraits. À l'époque, la situation s'était passablement aggravée par rapport aux années précédentes, qui, à dire le vrai, n'était déjà pas bien fiérotte. Mais là, la guerre totale. Les English, everywhere. Mon husband, idiot. J'étais de plus en plus affligée d'être coincée dans ce camp de big losers, ratiboisée jusqu'à l'os et trahie de partout. Déjà ça. Ensuite, nous avons comment elle parle de ses propres enfants, par exemple. En outre, le petit dernier de la fratrie des Valois s'était entiché de Marie, la plus débilitante de nos children. Le susdit, nommé Charles par sien père, entitré comte de Ponthieu, était laid comme un séant de baron Cacochim. Il avait toutefois réussi à séduire ma Marie en ululant des sérénades nuitée après nuitée, ayant même écrit Bruxelles, petit poème gravé par ses gens sur un anneau d'or. Fesserie de niaiseux, mais point pour ma pauvrette. C'est comme ça tout le long. Et c'est excellent. J'ai hâte de voir où ça nous mène et de découvrir plus sur le point de vue de la future Jeanne d'Arc. Pour rappel, ça se voit que j'ai pas l'habitude de faire des vlogs lecture. Pour rappel, nous sommes le 2 mai. Je ne pense pas vous retrouver toujours avec un point de lecture, mais j'essaye de revenir régulièrement. Je vous retrouve en ce 5 mai pour vous faire un petit update. J'ai terminé Fantaisie guerrière de Guillaume Lebrun et c'était une petite déception. Parce que ça n'a pas évolué dans le sens où je l'attendais. Je m'explique. Je m'attendais à ce que ce soit un roman, pas historique puisque largement invoté, c'est de la fiction, mais un roman qui se veut historique dans l'humoristique. Et là, et en fait, à partir de la moitié du roman, soudain, il y a la fantaisie qui se mêle. Et je m'y attendais pas. Et du coup, ça m'a un peu... ça m'a un peu perturbée. J'adore la fantaisie, hein, mais comme je m'y attendais pas, comme je voulais vraiment que ça suive ce côté humoristique à fond de l'histoire de Jeanne d'Arc, ça m'a un peu déroutée, on va dire. Mais la qualité de l'écrit, la qualité de l'humour reste le même tout du long. Donc c'est du coup de ce point de vue là, c'est toujours un excellent livre. Je lui ai donné 4 étoiles quand même, hein. Donc ce n'est pas une mauvaise lecture, c'est juste que ça ne va pas dans le sens dans lequel je l'attendais. J'aurais dû me douter par rapport au titre, Fantaisie guerrière, mais il y a tellement de choses où
on peut parler de fantaisie sans qu'il y ait vraiment de la fantaisie dedans, hein. Il suffit que ce soit quelqu'un qui soit fantaisiste, on va dire. Voilà, bref. Il y a aussi quelques trigger warnings que je... Voilà, il y a un peu de cannibalisme dedans, hein. Ça m'a un peu... ça m'a surpris et j'ai pas vraiment saisi le pourquoi du comment. Je vais pas en dire plus parce que sinon ça fait gros spoil, mais si vous voulez le lire, attendez-vous à ce qu'il y ait des moments un peu dégueulasses à certains endroits. Voilà. J'ai également lu Racine de Lou Luby, une jolie BD qui parle d'identité, le tout passant par le thème des cheveux, et dans ce cas-là, les cheveux crépus. De tout l'aspect social, marketing qui se passe autour de nous sans qu'on s'en rende compte. Moi, personnellement, voilà, j'ai la chance d'avoir ces cheveux-là, enfin la chance par rapport au fait que on ne me regarde pas de travers. On n'a pas envie forcément de les toucher, mes cheveux. Je me rends compte que j'ai vraiment un avantage physique de ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'en lisant ça, c'est bluffant, c'est frappant. Moi, je trouve personnellement les cheveux crépus absolument magnifiques. Mais effectivement, la société a toujours été quelque peu cruelle de ce point de vue-là. Dès qu'il y a quelque chose qui est différent, c'est vilifié pour les rendre encore plus différents de nous, pour donner l'idée que ce sont des animaux et pas des êtres humains. Bref, lisez-le, c'est très clair, c'est très bien fait, les dessins sont tout mignons, et en plus il y a des faits avérés, il y a ici des chiffres d'études réelles qui apparaissent, et en plus il y a aussi une explication scientifique à plein de choses par rapport aux cheveux, de pourquoi, comment ils sont comme ça, etc. Les résultats de certains produits sur les cheveux. Mais aussi, pas seulement par rapport aux cheveux particulièrement crépus, les femmes en général souffrent beaucoup de cette idée de femme objet par rapport aux cheveux, qu'il faut qu'ils soient beaux, qu'il faut qu'ils soient soyeux. C'est pour ça qu'on dépense énormément de sous dans des produits de beauté et les cheveux n'en font pas exception. Je vous le recommande chaudement parce que c'est une lecture essentielle. Qui se fait très très rapidement, donc franchement il n'y a rien pour vous arrêter. Et j'ai commencé hier soir le tome 2 des Cahiers d'obscurité de Gaëlle Maumont, et pour l'instant je suis très bien rentrée dans l'histoire, même si ça faisait quand même presque 2 ans que j'avais lu le premier tome. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'en suis qu'à la page 80, c'est vraiment que le tout début. Mais ça se lit pour l'instant très bien, et je suis assez curieuse de voir comment ça évolue. Coucou, nous sommes le mercredi 7 mai et je vous fais un petit point lecture. J'ai terminé le tome 2 des Cahiers d'obscurité et il a fallu que je continue immédiatement avec le tome 3 parce qu'il faut absolument que je sache comment se termine cette saga. Sans vous spoiler parce que c'est un tome 2, donc je ne peux que vous recommander de lire déjà le tome 1 qui est très bon. Ce tome 2, cette fin, j'ai pleuré, voilà. Pour quelle raison, je ne vous dirai pas, mais du coup il fallait absolument que... Voilà, donc c'était finir ces pages là, courir aller chercher celui-ci pour lire les premières pages, et même si bon on ne sait pas tout de suite comment se poursuit ce qui se passe à la fin de celui-ci là-dedans, j'ai grand espoir de le découvrir et voilà, et d'apaiser mon petit cœur, voilà. C'est une saga, enfin une trilogie de fantasy comme
comme je les aime. Ça faisait longtemps que je n'en voyais pas des comme ça, c'était toujours dans de la romantaisie. Alors qu'ici il y a de la romance, mais c'est la quête, c'est la fantaisie, c'est tout ça qui prend le dessus. C'est sûr que les motivations personnelles des personnages liées aux relations qu'ils ont sont très fortes là, mais le but n'est pas de faire une romance avec de la fantaisie autour. C'est vraiment... C'est important sans être le centre de cette histoire. Et il y a ce décor médiéval. Il y a aussi des contrées, des îles avec des spécialités différentes. Il y a donc un world building qui est très bien réussi sans être trop. Donc on arrive à situer les enjeux de l'intrigue sans que l'autrice en fasse vraiment des pages et des pages et des pages et des pages qui certes pourraient être intéressantes du point de vue du world building, mais en soi ne servirait pas trop à l'histoire plus que ce qu'elle fait déjà. Les personnages sont tous très touchants. De par leur qualité, mais de par leurs défauts également, parce qu'ils sont très humains, ils sont très réalistes et concrets. On a envie de les baffer parfois, de les embrasser parfois. C'est vraiment quelque chose de très puissant ici. Je note toutefois qu'il y a quelques petites erreurs éditoriales. Alors des doublons de mots, des conjugaisons mal faites, surtout dans le genre. C'est-à-dire qu'on parle tout un paragraphe, on parle d'un personnage masculin et soudain une phrase qui décrit une de ses actions est au féminin, et c'est pas dans un but de lancer le trouble sur le genre de cette personne. Nous savons quel est le genre de cette personne, donc c'est vraiment une faute éditoriale de la correction n'a pas vu. C'est gênant par moment, surtout que j'en vois pas mal, c'est pas un ou deux par-ci, c'est pas mal. Mais n'empêche que je peux pas m'empêcher de donner une très bonne note à ce livre parce que ce n'est pas la correction éditoriale qui empêche la qualité de l'histoire, et l'histoire est très bonne. Elle est très bien rythmée. L'action décrit l'essentiel sans décrire chaque geste de chaque personnage à tout moment. C'est vraiment, ça va au but, tout en éveillant plein d'émotions, donc c'est vraiment très bien fait et je recommande chaudement. Je vous retrouve ce vendredi 9 mai ensoleillé mais encore un peu frisquet pour vous parler de cette lecture terminée de la trilogie des Cahiers d'obscurité de Gaël Maumont, pardon. J'allais dire Maël Gaumont. C'est le matin. J'ai beaucoup aimé cette trilogie. Ça se voyait, vous l'avez vu venir de toute façon parce que je n'ai pas pu m'empêcher de lire le 3e tome alors qu'il n'était pas dans ma palle de mai, mais je suis comme ça, je suis binge reader à fond, surtout quand ça me plaît, voilà, avec un peu de recul, et quand je dis un peu c'est vraiment le lendemain quoi. C'est sûr, il y a des clichés du genre que je ne vais pas vous dévoiler parce que ce serait un peu trop spoilant, parce qu'on ne s'attend pas forcément qu'il y ait ces clichés du genre au début. Mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier ma lecture parce que... peut-être parce que j'en avais besoin de ce genre de fantaisie un peu plus dans l'ambiance médiévale, tout ça. Peut-être parce que je suis très fan de Robin Fane, qui est une femme exceptionnelle, et de la manière qu'a l'autrice de décrire les femmes et les hommes en général. Ces personnages principaux ne sont pas misogynes, ils sont tous à peu près féministes à des degrés, enfin c'est un peu comme s'il n'y avait pas besoin d'être féministe parce que dans ce monde là les femmes et les hommes sont égaux, sauf pour les méchants de l'histoire quoi, et c'est rafraîchissant. Et je crois que rien que pour ça, ça vaut le coup de lire ce livre.
Donner un exemple concret, souvent quand il y a un personnage féminin qui est fort, qui sait se battre et tout ça, dans les romans c'est très décrit comme étant ah c'est fantastique, c'est fabuleux, ah c'est du jamais vu. Et du coup ça fait vraiment une femme forte, c'est vraiment un grain de poussière ou un grain de sable dans le désert. Et c'est pas ce qu'on a envie de lire de nos jours. Et ici, Robin Fane est certes la maître lame la plus puissante ou la plus forte de sa génération, mais ce n'est pas vu comme étant un fait étrange ou rare, puisqu'il y a d'autres maîtres lames femmes dans ce roman qui sont aussi très douées, mais peut-être pas aussi douées à l'épée, mais plus douées pour d'autres choses. Et ce n'est jamais remis en question, ce talent qu'elle a. C'est jamais fait genre ah oui mais c'est une femme. Non, elle est maître lame, c'est la meilleure. Ses collègues maître lame qui sont hommes ou femmes la soutiennent, l'admirent, l'apprécient comme une personne normale, oh là là, passe. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, rien que pour ça, ça vaut le coup. Si vous voulez un petit soupçon d'intérêt de plus, il y a des dragons. J'ai commencé le soir même avec Moving Pictures de Terry Pratchett qui est dans ma palle de mai. J'en suis à la page 42. C'est toujours difficile de s'arrêter dans les livres de Terry Pratchett parce qu'il n'y a pas de chapitrage normal. Ça saute de personnage à l'autre avec seulement un petit saut à la ligne comme ça. Donc parfois je m'arrête à une page et s'il y a 2 sauts à la ligne, je ne sais plus du tout lequel. Enfin, ça dépend dans quel intervalle je lis les livres. Mais bref, ça fait que c'est plus facile de s'arrêter en plein milieu du livre que dans un autre roman où il y a des chapitres et on a absolument envie de terminer le chapitre. D'un autre côté, c'est parfois plus difficile à rentrer dedans. C'est toujours le cas, pour moi en tout cas, dans Terry Pratchett parce que ça saute beaucoup de personnage en personnage et parfois avec des paragraphes très courts à chaque fois pour un peu situer l'intrigue aux différents endroits du Disque Monde au début. Et au fur et à mesure, on suit en approfondissant plus le personnage principal de chaque zone du Disque Monde, on va dire, pour cette histoire. Et du coup on rentre mieux dedans et on apprécie plus la satire de la société qu'il y a dans tous les romans du Disque Monde. L'humour anglais ici est prédominant, donc il est pour moi assez simple à saisir, mais pas non plus des plus simples, donc peut-être si vous voulez commencer le Disque Monde et que l'anglais c'est pas vraiment votre tasse de thé ou là où vous êtes le plus fortiche quoi, je vous conseille en français. J'en connais qui l'ont lu en français et qui ont beaucoup aimé Terry Pratchett, donc voilà, moi je les lis en anglais parce que j'adore l'anglais, je suis anglophile à fond et quand je peux lire en VO, je lis en VO tout simplement. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que la guilde des alchimistes a pour une fois réussi à faire quelque chose. Et il s'agit du cinéma. Ils ont inventé le cinéma dans le Disque Monde. Comment, pourquoi, quelles sont les conséquences? Parce qu'il y a toujours des conséquences magiques quelque part et politiques. Bref, on n'en est toujours pas là. Mais il y a déjà certains clins d'œil à notre monde avec une plaine déserte, pleine de soleil et de lumière où les alchimistes veulent faire des films, tourner des films pour les montrer au public et ça s'appelle Hollywood en séparé, forcément Hollywood quoi, mais apparemment, il y a une créature qui s'éveille à Hollywood, donc on verra ce que ça donne. En général, Terry Pratchett, ce sont des petites pépites, mais il faut le temps pour rentrer dedans. Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce lundi 12 mai pour un petit update lecture. J'ai avancé un tout petit peu dans Moving Pictures de Terry Pratchett, comme je l'avais prédit. J'ai du mal à débuter, mais c'est comme ça dans tous les Terry Pratchett. N'empêche que de tous ceux que j'ai lus du Disque Monde, effectivement, ceux
n'est pas celui qui m'a auquel j'ai accroché le plus vite, donc on verra par la suite. Pour l'instant il y a pas mal d'utilisation satirique de clichés de Hollywood avec tous ces acteurs et actrices qui font la queue devant des producteurs, etc. Enfin, tout un tas de choses dans ce style-là. On n'a pas encore vraiment accès au côté fantasy, sauf peut-être pour le fait que la caméra de film fonctionne grâce à de petits démons qu'il y a dans la boîte et qui font des portraits ultra rapidement, mais forcément qu'ils les font super vite parce qu'ils ont un peu de torture au milieu. Donc c'est pas jouasse pour eux, mais c'est le but de ce livre, c'est de faire réfléchir à plein de petites choses comme ça. Ensuite, j'ai commencé un livre audio et il s'agit de Homo sapiens, une brève histoire de l'humanité par Yuval Noah Harari, qui est une grande pavasse anthropologique, sociologique, ethnologique, etc. sur eh bien, l'être humain. J'en suis qu'au début, ce sont 15 heures d'écoute au total, et je l'écoute de temps à autre quand je suis en train de faire mes tableaux de peintre par chiffres, ce que j'aime, ou par numéro, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais en tout cas ça me détend et en même temps ça me rend vachement accro. Donc en parallèle, soit j'écoute / regarde des vidéos YouTube, soit j'écoute Homo sapiens de Yuval Noah Harari. En tout cas, c'est toujours très intéressant et j'adore la voix du narrateur. Je ne sais pas comment il s'appelle, je vous le dirai dans un prochain update. Voilà, c'est une voix très agréable qui fait la lecture, je l'écoute en français. Et on apprend tout un tas de choses sur plein de théories sur l'être humain, sur l'évolution de l'Homo sapiens et de pourquoi on a réussi à s'imposer dans le monde comme ça. C'est affolant, c'est effrayant et en même temps c'est notre histoire et il faut la connaître pour éventuellement ne pas rentrer dans le panneau de refaire les mêmes bêtises. Hier soir, j'ai également décidé d'entamer Wild Witchcraft de Rebecca Bayer, qui est un essai ou récit sur la sorcellerie et également sur la médecine des plantes. Ce n'a pas un côté excentrique, tout ça, c'est vraiment basé aussi sur l'histoire de la sorcellerie dans notre monde, d'où est-ce qu'elle vient, comment est-ce qu'on était accusé de sorcellerie à différentes périodes, pour quelles raisons, mais également l'histoire de tout ce qui est médecine folklorique, traditionnelle, ancienne, à base de plantes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle nous rappelle que les histoires ne viennent pas de l'Europe. Voilà. Enfin, que les sorcières ne viennent pas de l'Europe. On a toujours cette idée de la sorcière, chapeau pointu noir et tout ça, mais toutes ces femmes sages avec des connaissances sur les plantes existent depuis bien plus longtemps. D'ailleurs, les premiers vestiges de médecine de plantes datent, je crois, si je me souviens bien, de l'introduction de 5000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Il y a énormément aussi d'informations qui nous viennent d'Asie, de l'Afrique, des Amériques nord, centrale, sud. Tous ces peuples ont acquis des connaissances avec leur expérience avec la nature et ils nous ont fait passer ça à l'oral, parfois à l'écrit même, et c'est tout ça que va nous raconter Rebecca Bayer, et j'ai hâte de me plonger dedans, de continuer à le lire en tout cas, parce que c'est écrit de manière très fluide, très soft, sans nous accrocher avec des rituels un peu loufoques. Voilà. Nous sommes jeudi 15 mai et voici un update lecture. J'ai terminé Moving Pictures de Terry Pratchett.
à partir du deuxième quart, ça a commencé à avancer et à être plus intéressant à la lecture, même si ce n'est pas mon préféré, il est quand même très bon. Ça parle, basiquement c'est une grande critique de l'industrie du rêve. De l'idée de ces gens qui regardent l'écran et après ils oublient tout le reste, ils sont complètement subjugués, comme un peu le cliché de ces gosses qui sont là. Voilà. C'est une critique de tout ça, bien sûr avec un élément de fantasy au milieu. C'est une très bonne lecture, enfin c'est une très bonne lecture, c'est une bonne lecture, mais pas la meilleure, de Terry Pratchett. Donc de toute façon je ne vous conseille pas de commencer par ça, mais par autre chose, pour être déjà dans le milieu du Disque Monde avant de vous lancer dans celui-ci. J'ai commencé un nouveau livre, mais j'ai déjà commencé à faire le montage de la vidéo et je me rends compte qu'elle commence à être plus longue que ce que j'ai l'habitude de présenter. Et comme personnellement je ne suis pas fan des grandes vidéos à rallonge, je ne veux pas en faire moi-même. Du coup, j'ai décidé, comme nous sommes mi-mai, de faire un vlog lecture partie 1 et partie 2. Et nous sommes arrivés à la fin de la partie 1. Je vous retrouve à la fin du mois pour la deuxième partie. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour cette vidéo et à vous abonner, hein, tant qu'à faire. Commentez également si vous connaissez ces livres-là ou si ce format de vlog vous intéresse, parce que c'est la première fois que j'en fais, donc peut-être que ça ne vous intéresse pas, donc je n'en ferai plus si c'est le cas. C'est tout pour l'instant. Je vous souhaite d'excellentes lectures et à la prochaine. Ciao!